Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire dédié au Dark Web avec tous les risques qu'il comprend. Pour l'animer aujourd'hui, on sera avec Johan Trépanier-Montpetit, chef de produit et cofondateur de Flair, et Jessie Toureau, responsable commercial de Promosoft Informatique. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci à toi Aurélien pour cette introduction. Donc merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. On est content de vous accueillir en nombre aujourd'hui, puisque c'est un sujet, je pense, qui intrigue et qui passionne un petit peu tout le monde de savoir comment fonctionne un peu le dark web et comment on peut se protéger et protéger nos données qui se retrouvent dessus aujourd'hui. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter Promosoft pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, Promosoft, donc c'est 4 agences avec notre siège social qui est à Chartres. Ensuite, nous avons Orléans, Paris et Rouen. C'est une structure qui a 35 ans d'expérience, qui est dirigée par messieurs Folliard. Aujourd'hui, nous sommes 45 collaborateurs et on sait répondre sur tous les sujets d'infrastructure et de cybersécurité qui vont concerner vos entreprises. Notre grande force, c'est notre flexibilité, puisque nous sommes une PME au service des PME. On connaît vos défis et les challenges que vous pouvez avoir à relever, et notre rôle va être de vous accompagner sur des sujets tels que l'audit de vos infrastructures, les migrations d'infrastructures que vous pouvez avoir, la mise en place d'hébergement de vos données, l'accompagnement des utilisateurs dans notre centre de service qui est hébergé en France dans nos locaux rouennais, qui est ouvert donc en jour ouvré de 7h à 18h et qui est composé quand même de 9 référents techniques, ce qui est notre vraie plus-value en tant que PME. Eh bien, avec ces experts qui sont à votre disposition pour vous dépanner en cas de problème. Je peux te laisser passer à la slide suivante. Et pourquoi aujourd'hui on est avec Flair pour discuter de cybersécurité? Tout simplement parce que on avait tous les outils en fait pour se protéger en interne. C'est-à-dire que protéger votre réseau, c'est quelque chose que on sait déjà faire, qu'on sait bien faire. Mais là où nous étions en manque de produits pour réaliser nos objectifs, c'était pour identifier les données qui auraient pu déjà s'échapper de votre entreprise. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez été attaqué? Vous avez subi l'attaque, on vous a pris, volé des informations. Que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas, ces données se sont retrouvées à un moment donné en vente et il y a pu y avoir une potentielle usurpation d'identité. Eh ben, on a découvert Flair, une très belle entreprise québécoise qui est en forte croissance. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires sur l'an passé et qui, eux, de leur côté, cherchaient un partenaire européen pour commencer à attaquer ce vaste marché de l'Europe. Et on est très fiers d'être leur premier partenaire aujourd'hui sur tout le territoire. Donc c'est un éditeur de logiciels qui a développé sa propre plateforme de surveillance en fait, qui va venir placer des marqueurs sur vos identifiants afin de définir si l'information se retrouve quelque part en vente sur le dark web. Ça permet de mettre en place donc une surveillance continue de vos données sur des données bien précises vers l'extérieur. Et donc toute la force de Flair, c'est qu'ils vont pas faire des recherches actives sur le dark web, ils vont rapatrier des données en interne chez eux pour pouvoir faire les recherches de vos données. Ça leur confère la force et la puissance de pouvoir rechercher dans plus de 5 ans de données archivées sur leur base de données. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Flair, et je vais laisser la parole à Johan pour commencer vraiment à rentrer dans le vif et le cœur du sujet de ce webinaire. Merci beaucoup, Jessie. Merci pour la présentation aussi. Merci pour l'invitation. Donc, on est très content d'établir ce partenariat avec Promosoft, puis de pouvoir amener la valeur de Flair à des entreprises françaises et européennes.
Puis donc, un peu sur moi, en fait, donc je suis un des cofondateurs de l'entreprise. Je suis chef produit donc de l'entreprise. J'ai plus de 10 ans d'expérience à leader des équipes techniques ou technologiques sur différents projets et produits à travers le monde. Ça fait près de 5 ans maintenant que je suis en cybersécurité. Puis donc, la plateforme de Flare est utilisée par un grand nombre d'entreprises, particulièrement en Amérique du Nord, puis certaines en Europe également, pour complémenter des capacités de cybersécurité qui sont déjà présentes à l'interne. Donc, Flare vient ajouter une surveillance sur tout ce qui est externe à l'entreprise. Ça inclut le dark web, évidemment, puis c'est surtout ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc, parler des nouvelles menaces et un peu l'état des choses en 2022. Mais on inclut aussi dans la plateforme Flare, il y a tout ce qui concerne le clear web ou le open web, donc n'importe où on pourrait identifier des données qui sont soit en vente, mais aussi qui peuvent avoir été publiées par erreur par un employé, par exemple par mégarde, par accident, sur différents sites web. Donc, la plateforme Flare va collecter ce vaste ensemble d'informations-là, puis va venir prioriser les alertes pour pouvoir identifier vraiment les données ou les points d'information qui posent un risque à l'entreprise en termes de continuité des opérations, puis de cybersécurité plus globalement. Donc, voilà pour Flare. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu de 3 points spécifiques, donc 3 menaces particulières qu'on a vu prendre de plus en plus d'ampleur sur le dark web dans les derniers mois, donc depuis la fin 2021. Donc, le premier vecteur d'attaque qu'on va parler, c'est au niveau des identifiants compromis. Donc, ça, c'est une des tendances qui est quand même active depuis plusieurs années, mais qui continue de prendre de l'ampleur. Puis donc, ce qui se passe un peu ici, le principe, c'est qu'on a des sites web qui sont victimes de brèches, des sites web qui sont typiquement pas nécessairement liés à votre entreprise. Donc, un site web tiers, un des exemples qu'on a ici, c'est MyFitnessPal, qui est un site web où on peut connecter nos montres intelligentes pour garder des informations sur nos différentes activités physiques, nos courses, notre battement de cœur, etc. Puis donc, typiquement, ce qui peut arriver, c'est qu'un employé d'une entreprise, par exemple, si on a l'entreprise Acme et puis on a l'employé Jack, pour donner un exemple. Donc, typiquement, ce qui se passe, c'est que Jack va créer un compte sur MyFitnessPal avec ses identifiants corporatifs. Donc, il va utiliser son adresse courriel à commercial@acme.com pour se créer un compte sur MyFitnessPal qu'il va utiliser quotidiennement pour faire le suivi de ses activités physiques. Déjà ça à la base, donc c'est pas un comportement idéal de la part de Jack, donc on ne devrait pas utiliser nos identifiants corporatifs pour des services privés, mais on peut accepter qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de brèche ou d'action malveillante. Ce qui se produit, c'est que le site MyFitnessPal, puis ça se produit sur des différents sites à chaque mois, est victime d'une brèche. Donc c'est indépendant de l'entreprise Acme, l'entreprise où Jack travaille, l'employeur de Jack. C'est vraiment le site web MyFitnessPal qui est victime d'une brèche. Puis l'acteur malveillant donc va s'infiltrer dans MyFitnessPal et va ressortir avec toute la liste d'identifiants et de mots de passe de MyFitnessPal, dont évidemment l'adresse courriel, l'adresse mail et le mot de passe de Jack. Ces informations-là vont être vendues et échangées sur des forums cybercriminels. Puis ça peut être vendu pour certains montants d'argent. Typiquement, en fait, les nouvelles brèches vont être vendues pour un certain montant. Puis, à mesure que le temps passe, en fait, la brèche devient de plus en plus connue et répandue. Puis, le prix va diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne gratuite. D'ailleurs, petite parenthèse, Jesse a mentionné, donc on est une entreprise québécoise. Vous remarquerez peut-être certains termes. Je sais que j'utilise beaucoup le mot courriel, qui est le mot qu'on utilise au lieu d'un mail. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat s'il y a des mots que je peux préciser. Puis donc, une fois que ces identifiants-là vont être commercialisés ou échangés sur le dark web, on a plusieurs autres acteurs malveillants. Donc, on a un ensemble d'acteurs qui ont accès au mot de passe de Jack, qui est le mot de passe qu'il utilisait pour MyFitnessPal, donc pour un service tiers et non pour
son compte d'employé. Mais évidemment, la réutilisation de mots de passe est quelque chose de très, très, très commun. Puis donc, on peut assumer que Jack soit utilisait le même mot de passe pour le service tiers que pour son compte corporatif, ou une variation simple. Donc, peut-être qu'il avait ajouté quelques chiffres ou quelques caractères spéciaux, un point d'exclamation, quelque chose comme ça, au mot de passe pour son compte corporatif. Puis donc, l'acteur malveillant fait ce qu'il va faire. Il va prendre l'ensemble des identifiants qui ont été, auxquels il a accès à travers MyFitnessPal. Puis, avec un outil spécialisé, il va tenter de se connecter à un portail web, donc au portail web de Acme, par exemple au portail de Outlook ou au portail mail, pour essayer de se connecter avec chacun des identifiants qui étaient sur MyFitnessPal. Puis, s'il n'y a aucun résultat, ben, l'acteur malveillant va passer à une prochaine brèche, mais il s'agit qu'il y ait un seul accès qui fonctionne. Puis, ben, l'acteur malveillant est rendu dans le compte corporatif de Jack, dépendamment des permissions puis du rôle de Jack dans l'entreprise. L'acteur malveillant va avoir accès à plus ou moins d'informations, mais il peut après ça utiliser d'autres méthodes de social engineering ou autres pour gagner accès à d'autres informations. Donc ça, c'est une des choses qui est très active, en fait, depuis plusieurs années, mais qui continue de prendre de l'ampleur. C'est un des vecteurs d'attaque qui est, disons, le plus simple à utiliser pour un acteur malveillant, en fait, parce qu'on achète simplement une liste d'identifiants compromis, on les essaye, ça fonctionne pas. Donc, c'est très simple, puis c'est pour ça qu'on parle d'un low-hanging fruit. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile pour des acteurs malveillants de mettre en place. Puis d'attaquer. La bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises, c'est assez facile de se protéger de ce genre d'attaque-là, entre autres à travers de l'authentification multifacteur. Puis donc, simplement en ayant besoin d'un code additionnel pour se connecter, l'entreprise va être en mesure de prévenir ce genre d'attaque-là, parce que même si l'acteur malveillant arrive à se connecter au compte, donc même s'il rentre le bon mot de passe, l'acteur malveillant va quand même devoir ajouter un code à deux facteurs qui est envoyé au téléphone ou par mail à Jack ou à travers un device physique. Puis, donc, dans ce cas-là, le vecteur d'attaque est beaucoup moins efficace. Donc, voilà, une des premières méthodes. Puis, donc, la deuxième partie de la présentation je vais faire une petite démo de la plateforme Flare. Puis, donc, on a des outils additionnels dans la plateforme qui permettent encore plus de réduire le risque. Donc, je vais vous montrer ça vers la fin de la présentation. Donc voilà pour le premier vecteur. La deuxième tendance qu'on a vue, ça c'est quelque chose qui a commencé, c'est beaucoup plus récent. Donc on parle de 2021 qui a commencé à être présent sur les réseaux illicites, puis qui a pris de l'ampleur donc en 2022. Puis on s'attend à ce que ça continue de prendre de l'ampleur en 2023. Puis donc, il y a deux marchés principaux qui s'appellent Genesis Market et Russian Market. Donc ça, c'est des sites web. Puis je vais faire une petite parenthèse ici. Quand on parle du dark web, le dark web, c'est un ensemble de sites web qui sont accessibles typiquement à travers un navigateur web, donc un browser spécialisé, qui permet d'accéder à des sites qui ont un URL qui termine par .onion. Donc, au lieu d'un .com, on va sur un .onion. Puis ces sites web-là ne sont pas accessibles directement à travers votre navigateur, votre Google Chrome ou votre Firefox ou votre Edge. Puis il y a une grande variété de sites de différents types, mais un des types principaux qu'on retrouve, c'est des marchés. Ça fait près de 10 ans qu'on retrouve ce genre de marché-là sur le dark web. Typiquement, ces marchés-là ont vendu soit des items digitaux, comme des identités compromises, des comptes de banque, ça peut aller dans des objets physiques aussi. Là. Il y a beaucoup de substances illicites, la drogue aussi qui est vendue puis envoyée par la poste. Donc tout ça est présent depuis le dark web depuis une dizaine d'années. Et donc il y a deux gros marchés qui sont apparus cette année ou l'année passée qui vendent finalement un nouveau type d'information. Puis donc, ce qu'on retrouve, c'est la vente d'identifiants qui proviennent de devices infectés. Puis donc ici, la méthode est un petit peu plus, une étape disons plus complexe, mais donc on va reprendre notre fameux Jack, puis je vais vous expliquer un peu comment celui-ci fonctionne.
Dans ce cas-ci, ça n'implique pas de tiers comme MyFitnessPal, c'est vraiment lié à l'ordinateur de Jack. Puis donc, typiquement, ce qui va arriver, c'est que Jack va, par mégarde, télécharger et installer du malware, donc un virus quelconque. Puis, Jack, généralement, ne sera pas au courant, n'aura pas réalisé qu'il a installé ce malware-là. Puis, donc, ces malwares spécifiques-là qui sont utilisés par Genesis Market et Russian Market, ce qu'ils vont faire, c'est aller chercher dans l'ordinateur de Jack, aller chercher tous les identifiants, les mots de passe, puis les sessions qui sont enregistrées dans son navigateur web. Donc, quand on se connecte à un site, puis qu'on clique se souvenir du mot de passe, ce mot de passe est enregistré dans le device, dans l'ordinateur. Puis, la même chose si on se connecte à un site. Donc, par exemple, je me connecte à Facebook. Lorsque je suis connecté à Facebook, j'ai une configuration là, ou une session qui est enregistrée dans mon navigateur. Ça me permet de fermer mon ordinateur, de le rouvrir, puis d'être toujours connecté sur Facebook. Donc, il y a un jeton de session, là, qui est le terme plus précis techniquement, qui est enregistré dans le navigateur. Puis donc, le malware, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher ces choses. Il va aller chercher les identifiants pour lesquels on a cliqué se souvenir du mot de passe. Il va aller chercher les sessions qui permettent à l'ordinateur de se connecter à un site lorsqu'on l'ouvre, sans rentrer d'identifiants de nouveau. Donc, il va aller chercher tout ça, puis il va les mettre en vente sur un des deux marchés que je mentionnais, Genesis Market ou Russian Market. Puis donc, juste pour vous montrer, voici un peu de quoi a l'air l'interface de Genesis Market. Puis une autre petite parenthèse, le dark web est moins dark qu'on peut l'imaginer. Il y a énormément de sites qui ont une interface très blanche, on peut dire professionnelle. Souvent, on a l'impression que les sites sur le dark web datent ils ont 5 ans de retard en termes de design par rapport au site actuel qu'on verrait sur Internet. Mais c'est quand même un site très fonctionnel. Puis, en fait, dans ce cas-ci, une plateforme comme Genesis, on a vraiment un concept d'achat en ligne, là, de plateforme de commerce électronique. Donc, vous voyez le concept de add to cart. Donc, je peux ajouter un item numérique à mon cart. Je peux payer directement en crypto-monnaie, donc en Bitcoin ou autre, pour cet item. Donc, il y a vraiment quand même une attention qui est donnée à l'expérience utilisateur, l'expérience utilisateur cybercriminelle, si on peut dire ça comme ça. Puis donc sur Genesis, en fait, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une victime. Donc, c'est par exemple l'ordinateur de Jack. Donc, c'est une seule victime. Puis, ce qu'on voit ici, c'est que pour 29 US, on peut acheter l'accès à toutes les sessions et identifiants qui sont enregistrés sur l'ordinateur de Jack. Puis, dans ce cas-ci, on indique qu'on a accès à 157 ressources, donc 157 identifiants, pardon, ou jetons de session, des cookies ou des tokens. Puis donc, ce qu'on voit, c'est les différents services auxquels on aurait accès si on achetait l'ordinateur de Jack. Puis donc, on voit qu'on aurait accès à son compte, potentiellement accès à son compte Booking.com, à son compte Google, à son compte LinkedIn, à son compte Spotify, Netflix, Office 365. Puis, donc, l'idée, c'est qu'on achète ce bot-là et ensuite, on peut se connecter en tant que Jack à ces différents services-là. Si on revient à un contexte de protection d'une entreprise, donc évidemment, si l'employé d'une entreprise, si Jack se fait voler son compte Netflix, c'est dommage pour Jack, mais ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de risque direct pour l'entreprise en soi. Donc, c'est Jack qui doit faire des étapes pour récupérer son compte, ou qui peut être victime même de fraude si c'est son compte bancaire qui est victime, mais il n'y a pas d'impact direct sur l'organisation. Là où on se retrouve avec un impact direct, c'est que c'est possible qu'il y ait parmi cet ensemble d'identifiants-là, qu'il y ait l'accès à un service corporatif. Puis, donc, en fait, ce qu'on voit sur la slide ici, c'est un cas, c'est très près d'un cas réel là, qui a eu lieu dans une grande entreprise de jeux vidéo l'an dernier. Puis, spécifiquement, en fait, l'acteur, il a acheté l'accès à tous les identifiants de l'employé de l'entreprise. Puis, il a eu accès au compte Teams de l'employé.
Donc, il n'y a pas eu accès à un système critique directement, il n'y a pas eu accès même au mail de l'employé. Quoique ça, c'est assez commun de gagner accès au Outlook ou Office 365. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment au compte Teams qu'il a pu avoir accès. Puis donc, ce qu'il a fait avec le compte Teams, c'est qu'il est allé faire une demande auprès du groupe TI de l'entreprise, du département TI, pour avoir accès à certains fichiers. Là, spécifiquement, l'exemple que je donne, c'est le code source de FIFA 2022, si je ne me trompe pas. Donc, code source d'un jeu vidéo qui est évidemment la propriété intellectuelle de l'entreprise. Puis, donc, l'acteur malveillant est allé voir le département TI pour demander plus d'accès parce qu'il n'avait pas accès initialement. Jack n'avait pas accès à ces fichiers-là. Il a réussi à avoir accès, puis il a exfiltré donc toutes les données, tout le code source du jeu vidéo. Donc ça, c'est un cas d'exfiltration de données. Ça peut très facilement se transformer aussi en cas de fraude où Jack va aller, si Jack a un certain niveau dans l'entreprise, puis qu'il peut demander des transferts d'argent, ben Jack, à travers le Teams de Jack, par exemple, on peut lui demander des transferts d'argent, on peut peut-être générer des factures, générer des demandes de paiement. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites au niveau de la fraude, en plus du vol de données. Donc, ça, c'est donc une tendance à la hausse. Et je vais aborder une troisième tendance, puis après, on va aller un peu vers comment se protéger de tout ça. Là. Ici, peut-être, avant de passer au prochain, une des méthodes de base, là, la protection un peu de base pour cette vecteur d'attaque-là, c'est principalement avoir un système d'antivirus au minimum là, déployé sur tous les ordinateurs, tous les devices de l'entreprise. Donc, si Jack a un antivirus à jour, bien maintenu, plus un minimum de sensibilisation de comment il peut se retrouver à avoir téléchargé et installé du malware, en général, on va arriver à éviter ça. Après, si on n'arrive pas à l'éviter, je vais vous montrer des étapes additionnelles, entre autres à travers la plateforme de Flare. Donc, troisième grande tendance, c'est le ransomware. Puis donc, évidemment, tout le monde a entendu parler du ransomware dans les dernières années. Puis, donc là, je vais vous parler plus spécifiquement des modèles qui ont gagné en popularité cette année. Puis, un peu de l'évolution, dans le fond, de la menace cette année. Avant d'aller dans les nouvelles de cette année, je vais reculer d'une année dans le passé. Donc, si on regarde 2020-2021, les groupes de ransomware ont commencé à créer des plateformes en ligne. Donc, ce qu'ils appellent eux là, typiquement des blogs. Puis, donc, sur ces blogs-là, les groupes de ransomware vont afficher leur liste de victimes. Puis donc, ça n'existait pas il y a 5 ans. Au début du ransomware, ça n'existait pas du tout. Donc, en 2020-2021, ça a commencé. Les sites web où le groupe de ransomware va dire ben, j'ai réussi à attaquer l'entreprise. L'entreprise doit me payer de l'argent. Moi, doit me donner 200 000 $ pour récupérer l'accès à ces données. Ça, c'est un peu comment les blogs de ransomware ont commencé. Puis donc là, ce qu'on a vu fin de l'année dernière, puis qui est très, très présent cette année, c'est un modèle où les groupes de ransomware vont pousser l'extorsion à d'autres niveaux. Donc, évidemment, le premier niveau d'extorsion était limité à demander un transfert ou des fonds à la compagnie en échange de l'accès à ces données. Donc, là, l'entreprise arrive le matin à ses bureaux, les fichiers sont encryptés, sont chiffrés, l'entreprise n'a pas accès à aucun de ces fichiers. Puis le groupe de ransomware va dire, ben, en échange de 200 000 $, vous récupérez l'accès aux fichiers. Donc ça, c'est le modèle, disons, classique. Puis donc là, on a les modèles de double et de triple extorsion qui sont de plus en plus actifs et efficaces. Donc la double extorsion, c'est qu'en plus de l'accès, de faire de l'extorsion pour l'accès aux données, le groupe de ransomware fait de l'extorsion par rapport à la publication des données. Donc, sur son blog, le groupe sur son blog qui est typiquement d'ailleurs sur le dark web, donc sur un point onion, le groupe va menacer de publiciser les données. Donc, non seulement si l'entreprise ne paye pas, non seulement elle ne récupère pas l'accès, mais en plus, les données vont devenir publiques. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts évidemment immenses en termes d'informations personnelles d'employés ou de clients, de propriété intellectuelle de l'entreprise qui devient finalement publique.
et bon, plein d'autres risques associés. Puis donc, l'entreprise se retrouve avec le choix à faire, ben, soit payer, soit ne pas payer. Et en ne pas payant, ben, en ne payant pas, l'entreprise n'a plus ses données sur ses serveurs, mais en plus, les données sont entièrement publicisées sur Internet. Donc ça, c'est la double extorsion qui est assez commune. La majorité des gros groupes de ransomware vont appliquer cette méthode-là. Puis là, on a aussi des modèles donc, qui sont apparus cette année de triple extorsion. Qui prennent aussi de l'ampleur. Ça, il y a différentes manières de l'appliquer. C'est pas tous les groupes qui l'appliquent, disons, en continu. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que le groupe va aller voir des tiers. Donc, au lieu d'aller voir uniquement l'entreprise, ils vont aller voir des tiers pour augmenter le niveau de menace. Puis, je donne deux exemples qui peuvent se produire. Le premier, c'est que s'il y a des informations sur des fournisseurs, donc l'entreprise A est victime de ransomware, mais l'entreprise A a évidemment des informations sur certains de leurs fournisseurs, probablement des informations privées, confidentielles. Donc, le groupe de ransomware va prendre ces informations sur le fournisseur B, C, D, puis va aller voir les fournisseurs, puis dire, ben, j'ai telle information, si l'entreprise A ne paye pas, je vais publier toutes ces informations-là. Donc là, vous avez des dynamiques plus complexes où il peut y avoir des fournisseurs qui sont déjà avisés de la brèche puis qui veulent que l'entreprise A paye. Le groupe peut aussi demander directement au fournisseur de payer en disant « j'ai des données sur vous, si vous ne payez pas 5 000 $, typiquement des montants plus bas, donc si vous ne payez pas 5 000 $, je diffuse ces données-là ». Donc ça peut se produire. Puis il y a eu d'autres cas où le groupe de ransomware va aller voir des individus. Donc si une entreprise, prenons une entreprise dans le domaine de la santé, si l'entreprise a des informations sur des patients ou des clients, bien, le groupe de ransomware peut aller voir les patients ou les clients directement, puis demander une rançon également sous menace de publier les informations, le dossier de santé. Donc, on a par exemple la compagnie X qui est victime d'une brèche. La compagnie a le dossier de santé de Jesse, par exemple. Bien, le groupe de ransomware va aller voir Jesse et dire « Jesse, j'ai ton dossier de santé au complet. Si tu ne me payes pas 1 000 $ aujourd'hui, je vais dévoiler ton dossier de santé sur Internet. » Donc ça, c'est une des approches les plus disons, cruelles là, pour des individus qui ont rien à voir avec la brèche, justement, là, qui ont comme seul défaut d'avoir fait confiance ou d'avoir travaillé avec d'avoir utilisé des services de santé, comme un hôpital. Donc voilà, ça c'est assez terrible. Mais donc, on a ces modèles-là qui évoluent. Puis, donc en parallèle, les plateformes numériques, les blogs, donc, sont de plus en plus matures. Donc, j'ai dit qu'on a commencé les groupes ont commencé par avoir des blogs où ils affichaient leur liste de victimes. Ben là, il y a plusieurs groupes où tu peux acheter des données. Donc, si la victime ne paye pas, le groupe de ransomware va offrir les données, va mettre les données en vente finalement sur le site en disant, ben, pour X milliers de dollars, vous pouvez accéder aux données de l'entreprise. Donc, en fait, ils essaient de récupérer leurs fonds, même si la victime a refusé de payer, ben, le groupe de ransomware peut quand même collecter des fonds à travers d'autres acteurs malveillants qui seraient prêts à acheter les données. Puis, mais il y a de plus en plus d'automatisation de ce côté-là, où un peu comme sur notre Genesis Market, là, on va avoir un concept soit de cart ou d'achat directement en ligne. Donc, il y a différents mécanismes comme ça. Et si je peux ajouter une petite précision, selon les études menées par l'entreprise Sophos, donc qui est acteur majeur de la sécurité interne informatique, aujourd'hui, sur un an glissant en France, ce serait environ 73% des entreprises françaises qui ont été touchées par une attaque de type ransomware. Donc c'est énorme, c'est un marché qui est en croissance. On parle d'un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui aujourd'hui est plus important que le marché de la drogue dans le monde. Donc il faut comprendre que on est sur des vraies mafias ou des vraies entreprises organisées. Ce n'est plus du tout un informaticien tout seul derrière son clavier qui va venir attaquer vos entreprises. Ce sont des sociétés structurées avec des équipes dans des pays
où eh bien c'est plus ou moins légal de mener ce type d'activité. Donc c'est vraiment très professionnel et très lucratif. Et on sait dans le monde dans lequel nous nous trouvons qu'à partir du moment où une activité est lucrative, elle ne fera que croître, peu importe les impacts qu'elle peut avoir sur l'intégralité du monde entier. Et on le voit, ça ne cible tout le monde, parce qu'aujourd'hui les attaques sont balayées et viennent toucher autant un cabinet médical de 3 personnes qu'une ETI de 500 personnes ou un hôpital qui est en pleine opération cardiaque qui va se retrouver sans plus aucun accès réseau à cause d'un cryptolocker ou un ransomware, comme on l'a vu très récemment dans les Yvelines, si je me trompe pas. Ouais, c'est un très bon point en fait, puis même c'est un une bonne comparaison à faire sur les différentes tendances que j'ai parlé. Quand on regarde tout ce qui est autour de Genesis Market, puis du vol d'identifiants, même l'échange des identifiants compromis là, à travers des sites web tiers qui sont victimes de brèches comme MyFitnessPal, tout ça, en fait, ces deux premières tendances-là sont typiquement liées à ce qu'on peut appeler des cybercriminels, donc des individus ou des petits groupes souvent même localisés dans certaines régions qui vont tenter d'attaquer les banques locales, au niveau là, de la région du pays. Mais donc, on a généralement moins affaire à des groupes internationaux quand on regarde ce qui est en lien avec les identifiants compromis puis les devices infectés. Quand on est sur du ransomware, dans ce cas-ci, on parle presque exclusivement de groupes, de grands groupes bien organisés. Là, donc, l'équivalent du crime organisé mais numérique, qui va être actif à travers le monde, qui ont peu qui discriminent pas en fait sur les cibles puis les régions, donc qui ont vraiment comme objectif d'aller augmenter leurs revenus. Puis donc c'est une grosse organisation, puis c'est pour ça en fait qu'ils arrivent à avoir des systèmes à ce niveau appelons ça niveau de maturité, là. Donc avec un malware, de l'encryption sur les stations dans les entreprises, l'exfiltration des données, la présence d'un blog, d'un site. Donc c'est des groupes qui ont quand même des ressources, puis qui ont aussi les ressources pour se cacher des forces de l'ordre internationales, là. Donc évidemment les forces de l'ordre, autant européennes qu'américaines, vont rechercher ces groupes-là, puis vont tenter soit de réduire leur efficacité ou de les arrêter complètement. Mais ils arrivent quand même à se protéger là, malgré tout. Voilà, deux autres choses qu'on voit sur les plateformes numériques aussi, c'est des fonctions, c'est des listes de fichiers. Donc, si un groupe de ransomware ou si une victime refuse de payer, ben, le groupe de ransomware peut publier, sans publier les fichiers en entier. Des fois, ils vont juste publier la liste de fichiers. Puis, j'en regardais récemment, là, c'est assez dramatique. Quand tu vois la liste de fichiers, tu vois tous les noms fichiers, en fait, là, qui sont typiquement des choses que peu de gens verraient dans une entreprise, là, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est ressources humaines, on peut avoir liste d'employés, des chèques de paie des employés. Donc tout ça se retrouve licité, là, puis on voit que c'est effectivement disponible, soit gratuitement, soit à l'achat sur le groupe de ransomware. Donc, disons, ils mettent de plus en plus de transparence, les groupes de ransomware mettent de plus en plus de transparence sur les informations qu'ils réussissent à collecter pour mettre du poids sur la menace puis la demande de rançon. Et il y en a même certains qui ont eu des fonctions de recherche où on peut rechercher soit des victimes, donc voir est-ce qu'une compagnie ABC est victime d'une brèche, mais d'autres aussi qu'on peut rechercher dans des listes de fichiers pour voir si certains fichiers sont, si on a par exemple des informations bancaires ou des choses comme ça. Donc voilà les trois grandes tendances qu'on voit sur le dark web en 2022. Puis, donc, on va passer à quelques pratiques pour réduire le risque. Donc, j'en ai mentionné quelques-unes déjà, puis donc, on va revenir un peu plus en détail sur ce qu'on peut faire. Puis, je vais inclure tout ça, donc, quelques exemples de la plateforme de Flare pour complémenter, en fait, ce qui peut se faire. Donc, on va commencer par la fin, donc, sur le ransomware. Donc,
déjà, à la base, il y a beaucoup de littérature là, sur comment se protéger du ransomware. Ça commence avec une hygiène, un niveau de maturité de base en termes de sécurité, puis de sensibilisation auprès des employés pour réduire le risque qu'un ordinateur soit victime d'un malware, d'un ransomware qui va se trouver à se répandre dans l'entreprise. Ça, c'est un peu la base du côté ransomware. Après, ce qui est intéressant avec, puis là, j'arrive un peu à Flare et à la surveillance externe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces blogs-là des groupes de ransomware, ben, c'est des choses que Flare surveille. Donc, nous, à toutes les heures, je pense qu'on surveille 20 ou 25 blogs en ce moment. C'est à peu près, il y a 20 ou 25 groupes actifs actuellement. Donc, nous, à toutes les heures, on va aller revisiter automatiquement. Donc, notre plateforme va aller voir chaque site, puis aller télécharger la liste de nouvelles victimes. Puis donc, je vais passer à la plateforme ici. Jessie, est-ce que tu confirmes que tu vois mon écran? La plateforme Flare? Ouais. Oui, pardon, mon micro était coupé, on voit très bien. Ouais, bon, super. Donc ouais, voici la plateforme Flare. Puis donc ici, je donne un exemple. On a une entreprise fictive là, qui s'appelle Scatterholt, qui est une entreprise montée pour des besoins de démo ici. Mais donc l'exemple qu'on a ici, c'est que le groupe Lockbit a réussi à mettre, à cryptoloquer l'entreprise Scatterholt. Puis donc ici, on a une alerte le 18 août, donc à 9h52 le matin, qui nous montre que le groupe Lockbit a publié une annonce sur leur blog qui indique les détails de l'entreprise. Puis donc, elle dit qu'elle a réussi à avoir toutes les données de l'entreprise Scatterholt. Ça représente 500 gigs de documents confidentiels. Puis, elle parle un petit peu elle fait une mini bio de l'entreprise. Puis ça, si je reviens à la slide précédente. Ici, donc, c'est typiquement un des petits carrés ici, là, un des carrés blancs, c'est une victime. Donc, vous pouvez imaginer là, que Flare est allé collecter le contenu de cette page web-là, puis on voit le contenu de la victime sur la plateforme Flare. Puis, donc, il y a deux, trois choses qu'on peut faire avec cette information-là. Évidemment, si votre entreprise est victime de ransomware, typiquement, vous êtes au courant, vous êtes les premiers au courant. Donc, une entreprise qui est victime rentre le matin, les ordinateurs ne sont pas accessibles, sont cryptoloqués, il n'y a rien qui peut être fait. Donc, dans ce contexte-là, l'alerte de Flare peut venir quelques minutes ou heures plus tard, mais évidemment, l'entreprise est déjà au courant. Donc, ça ne sert pas pour la vie immédiate, mais il y a plusieurs autres utilités. Puis donc, j'en mentionnais deux. Puis, donc, la première, c'est surveiller des tiers. Donc, si un de vos fournisseurs se fait cryptoloquer, vous ne serez pas nécessairement au courant, avisé immédiatement. Puis, il y a même des fournisseurs, en fait, il y a des entreprises qui vont essayer de le cacher complètement, qui ont été victimes de ransomware. Donc, il y en a qui vont être victimes, ils vont payer dans les heures qui suivent, récupérer leurs données, puis ils vont essayer de cacher à tous leurs partenaires ou clients qui ont été victimes d'une brèche. Et que les données sont effectivement partagées, puis peuvent circuler à l'externe. Donc, ça permet de surveiller des tiers. Puis, évidemment, là, c'est que c'est un tiers, typiquement, des informations sensibles sur mon entreprise. Donc, si, par exemple, vous avez un ERP ou un CRM, donc un outil quelconque qui contient des données soit de votre entreprise ou des données clients, bien, si cet outil-là, si l'entreprise qui crée cet outil-là est victime d'une brèche, bien, ils ont énormément d'informations sur vous. Même chose, c'est un fournisseur de services, un prestataire. Donc, tous ces tiers-là peuvent être victimes de ransomware et se retrouver à faire fuiter vos informations ou celles de vos clients. Donc, voilà, ça permet de surveiller des tiers. Une autre utilisation qu'on a vue avec ces fonctionnalités-là, c'est au moment de faire affaire avec une nouvelle entreprise, donc un nouveau fournisseur, ou même dans un cas d'acquisition ou de merger, l'entreprise va vouloir s'assurer que le tiers impliqué n'a pas déjà été victime d'un ransomware. Ou du moins que l'information concorde. Puis, je vais vous donner un exemple qu'on a entendu, c'est un groupe qui voulait faire l'acquisition d'une plus petite entreprise. Puis, dans la conversation avec la plus petite entreprise, l'entreprise n'a pas... Donc, en fait, le groupe qui faisait l'acquisition avait vu que l'entreprise, à travers la plateforme Flare, a été victime de ransomware dans le passé. Mais la petite entreprise, elle, n'a pas disclosé, donc n'a pas mentionné qu'ils ont effectivement été victimes. Donc, c'était
Ouais, c'est ça. Il y avait de l'information qui était cachée, ce qui est la dernière chose qu'on veut en fait quand on fait une acquisition, un merger, qu'on établit une relation assez solide. Et puis donc en fait, ça a mis le deal sur la glace à cause de ce manque de transparence-là, lié à la visibilité que la plateforme Flare avait donnée. Donc ça, c'est la surveillance des tiers. Puis ensuite, donc, si une entreprise donc si votre entreprise ou un tiers est victime d'un ransomware, ça peut aussi permettre de suivre l'évolution de l'attaque d'un point de vue externe, puis d'avoir des mises à jour très, très, très rapides sur comment ça se passe. Puis, donc, dans certains cas, dépendamment des groupes, en fait, chaque groupe de ransomware a un peu un modus operandi différent. Puis donc, il y en a avec lesquels les données vont être publicisées très rapidement sur le web. Il y en a que ça va être plus long. Mais donc, en ayant cette visibilité-là rapide et continue, ça permet de contrôler l'impact potentiel en sachant vraiment qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que le groupe de ransomware est en train de communiquer sur la brèche de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est pour le ransomware. Si on passe au device infecté, donc là, je recule à la deuxième tendance que je parlais. Puis, les devices infectés, ils sont ici. Donc, l'information que je vous ai montrée tantôt sur le Russian Market, elle est disponible donc dans la plateforme Flare également. Donc, nous, on fait une surveillance de ces marchés-là. Puis, donc, on peut ici imaginer que c'est l'ordinateur de Jack qui est en vente. Puis, d'ailleurs, je reviens sur la petite statistique. Il y a une statistique assez intéressante. Quand on regarde tous les devices, c'est une analyse spécifique de Russian Market qu'on a fait cette année. Puis, plus de la moitié des devices en vente ont une version entreprise de Windows, ce qui indique que c'est des ordinateurs soit personnels utilisés pour le travail ou des ordinateurs corporatifs directement. Puis on a un 30%, 29,5% qui est des devices maison, des devices personnels finalement, qui ont une version de Windows Home. Puis, donc évidemment, sur un ordinateur qui a Windows Entreprise, on a beaucoup plus de chances de retrouver des identifiants liés à un accès corporatif, là, comme l'exemple de Teams que je donnais plus tôt. Puis donc, ce que Flare va faire en fait ici, nous, c'est qu'on fait une surveillance. Donc, on continue, là, on regarde ce qui se passe sur Genesis Market, sur Russian Market. Puis, dans ce cas-ci, l'exemple que vous voyez ici, c'est qu'on a identifié qu'il y avait un des services qui était en vente sur l'ordinateur de Jack, qui était l'accès à un intranet de l'entreprise. Évidemment, l'accès à l'intranet devrait pas être accessible à personne d'autre sauf un employé. D'autres exemples qu'on voit souvent ici, c'est des choses comme un domaine de VPN, donc des credentials de VPN, des credentials de courriel, mail.scattercode.com par exemple, et autres. Donc, dans ce cas-ci, ça nous confirme que c'est effectivement un employé. Puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est que sur Russian Market, sur Genesis Market, on a des informations partielles sur le device. Évidemment, on n'a pas le nom de l'employé en soi, mais on a typiquement une adresse IP, au moins une adresse IP partielle qui nous permet d'identifier ou de tenter d'identifier c'est quel employé exactement. Puis donc, d'un point de vue sécurité, au moment où on identifie l'employé, on va vouloir faire un reset sur tous ses mots de passe, tous ses accès, toutes ses sessions pour qu'il doive se reconnecter à tous ces services-là. Puis s'assurer en fait que ce qui est en vente sur Russian Market ne puisse être utilisé pour accéder au compte Teams ou au compte courriel. Donc ça c'est pour les infected devices. Donc puis ça vient se combiner en fait à ce que je disais initialement là. Donc la protection de base aussi pour ça, c'est d'avoir juste une bonne hygiène en termes de sécurité d'entreprise. Donc au minimum d'avoir des plateformes antivirus qui est sur tous les devices, puis d'avoir une certaine sensibilisation auprès des employés pour qu'ils puissent éviter de télécharger du malware ou des virus. Mais si ça arrive quand même, là, ça apparaît ici. Puis en fait, c'est assez critique là, une fois que c'est en vente ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces marchés-là, souvent quand l'item est acheté, donc si un deuxième cybercriminel achète les accès, là, donc achète les ressources pour payer 29 $ US, comme je mentionnais plus tôt, sur l'ordinateur de Jack,
il va être retiré l'item va être retiré de Russian Market. Un peu comme une annonce, là. Donc, si on achète un vélo usagé, ben, une fois qu'on l'a acheté, l'annonce est retirée. C'est un peu le même principe ici. Donc, si on achète les informations du device infecté de Jack, ben, l'information est retirée. Donc, en fait, quand quelque chose est retiré de la plateforme, ça peut nous confirmer en fait qu'il a été effectivement acheté, puis qu'il y a quelqu'un, donc il y a un cybercriminel quelque part qui a ces informations-là, puis qui a l'intention d'utiliser, probablement à mauvais escient. Donc, ça permet d'avoir une visibilité rapide sur ça. Et le dernier point, si on revient aux identifiants compromis, donc le premier point que j'ai mentionné, donc il y a, dans ce cas-ci, il y a enfin, la première mesure, disons, que l'entreprise doit faire, c'est mettre en place du multifacteur, de l'authentification multifacteur, et s'assurer que les employés ils ont assez d'éducation et de sensibilisation pour ne pas utiliser leur mail corporatif sur des services externes. Donc, on utilise notre adresse corporative pour notre vie professionnelle. Si dans ma vie personnelle, je joue de la musique puis que j'ai un compte sur Spotify ou que j'ai un compte sur GarageBand ou un site web quelconque, ben, je devrais utiliser mon adresse personnelle, là, mon adresse Hotmail, Gmail, Orange, mon adresse perso. C'est un peu la première chose au niveau des employés. Après, souvent, ça ne va pas suffire. Puis, ben, l'impact, on le voit dans la plateforme Flare. Puis donc, Flare, ce qu'on fait, en fait, nous, c'est qu'on va aller collecter ces bases de données-là qui circulent sur le dark web. Donc, on a des ensembles, on a près de 10 milliards d'identifiants compromis qui circulent sur le dark web. Puis donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une recherche. Donc, ici, pour scatterhold.com, on va faire cette recherche-là. Puis, on va se rendre compte que ben, on a ici 4 employés qui ont des mots de passe leakés. Là. Puis, cette information-là est pratiquement publique parce que n'importe quel cybercriminel qui veut y avoir accès peut aller sur des forums puis trouver les accès à ces mots de passe-là. Puis, juste pour revenir au cas de figure, c'est que l'acteur malveillant qui a accès à cette information-là va aller tenter de se connecter au compte corporatif, donc au compte de Scatterhold en utilisant ces différents mots de passe-là. Si Patrick utilise le même mot de passe ou une simple variation pour son compte mail d'entreprise, ben l'acteur malveillant va réussir à y accéder. Donc, en ayant une visibilité sur ces informations-là, il y a deux choses principales qu'on peut faire. Premièrement, c'est une remédiation directe des mots de passe. Donc, il faut s'assurer évidemment que ces mots de passe-là ne sont pas utilisés à l'interne, tout simplement. Là. Donc, aller valider dans l'AD, dans le système d'authentification local, que ces mots de passe-là ne sont pas utilisés pour chacun des employés. Ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose que ça permet de faire, c'est d'identifier des employés à risque. Donc ici, on voit par exemple que Patrick a été une victime à plusieurs reprises. Donc en fait, Patrick utilise fréquemment, en d'autres mots, Patrick utilise fréquemment ses infos corporatives ou son adresse corporative pour des services personnels. Puis donc on peut aller cibler ici Patrick avec de la formation, de la sensibilisation qui peuvent se transformer en avertissement plus sérieux si le comportement ne change pas. Donc on peut aller cibler des individus. Puis si c'est assez limité, je vous dirais en général, là, une entreprise, on est en train en fait d'écrire un rapport sur le sujet d'une analyse de toutes ces données-là. Là. En moyenne, l'entreprise a entre 15 et 20% de ses employés qui sont victimes, en fait, qui ont utilisé leur mot de passe à l'externe. Puis ça peut descendre aussi bas que 5% si je ne me trompe pas. Puis ça peut monter aussi haut que 25, 30, 40% des employés qui sont présents dans des brèches. Donc, ça peut être beaucoup. C'est surtout dans ces cas-là où justement qu'on va vouloir identifier c'est qui. Si j'ai 200 employés, disons une entreprise de 500 employés qui a 200 individus qui sont à risque ou qui sont identifiés dans des brèches sur le dark web, on va pouvoir aller identifier c'est qui les 5, les 10 individus sur qui il faut se concentrer là, pour résoudre le risque. Puis on veut combiner ça évidemment aussi aux accès TI que la personne a accès ou en fait plus une personne a
le contrôle de pouvoir de l'entreprise, plus ça peut être un risque sur le mot de passe commercialisé. Donc, voilà, le plateforme Flare donne une visibilité sur ça. Puis, plus précisément, en fait, nous, on va envoyer des alertes. Là. Donc, dès qu'on a un nouveau leak pour l'entreprise, ça, dans le fond, notre plateforme, on est continuellement en train de collecter des nouveaux qui sont échangés sur le dark web. Puis donc, dès qu'on a un match, là, ça crée une alerte, puis l'entreprise est en mesure de prendre action pour s'assurer que le mot de passe n'est pas utilisé en production. Et si je peux me permettre, le principe de fonctionnement de Promosoft et de Flare, c'est qu'en fait, c'est Promosoft qui va s'occuper de placer les identifiants que vous souhaitez monitorer ou surveiller. Et derrière nous, on va se faire le relais et être en permanence en train de surveiller ces identifiants et vous remonter les alertes qui pourraient apparaître. Le Flare étant destiné aux grands groupes, nous, on a la capacité de vous revendre en fait directement un certain pack d'identifiants pour votre entreprise. C'est là toute la valeur ajoutée de Promosoft derrière, c'est que via notre service au support de supervision, eh ben, on va venir superviser vos identifiants qu'on surveille sur la plateforme de Flare. Ouais, merci, Johan. Merci à toi. Je vais juste ajouter, c'est ça, je pense qu'il je suis allé quand même assez loin dans les différents vecteurs d'attaque. On peut aller, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a des rapports de recherche sur notre site web, puis on fait des webinaires aussi des fois plus approfondis vraiment sur certaines de ces tendances-là. Mais tout ça pour dire que la valeur ajoutée de Promosoft ici vient dans le fait que tout ce bassin de connaissances-là, chez Flare, on le partage avec nos partenaires. Puis nos partenaires sont en mesure de prendre action, puis de remédier, puis d'aider leurs clients à améliorer leur posture finalement basée sur toutes ces menaces-là. Donc, c'est un peu la combinaison de la plateforme de Flare avec un niveau ajouté de service puis d'expertise d'un partenaire comme Promosoft qui permet d'arriver à un service complet finalement qui simplifie toute la gestion des risques externes. Donc voilà, je te repasse la main, Jessie, pour la fin. Moi, je vous remercie tous. Je vais surtout demander à Aurélien d'ouvrir les micros, d'ouvrir le chat pour vous permettre de poser des questions et qu'on puisse, avec Johan, y répondre dans le temps qui nous reste pour ça.